que possible. Donc le sujet que je souhaiterais aborder aujourd'hui, c'est un petit peu les spécificités de cette organisation française en matière de fonction garde-côte. Également l'apport, le concours que nous pouvons apporter donc, aux projets européens donc, de surveillance maritime, et puis un petit peu envisager donc, les différentes pistes pour l'avenir dans ces sujets maritimes régaliens. Alors peut-être un rappel tout d'abord pour expliquer un petit peu notre organisation particulière. Alors évidemment les Français savent tous cela, mais on peut peut-être le rappeler. L'espace maritime français, en fait, il a trois caractéristiques principales. Il y a d'abord sa taille. Je rappelle que la ZE française, avec plus de 11 millions de kilomètres carrés, c'est la deuxième du monde par sa taille. Donc ça c'est important. Ensuite, je dirais par sa dualité, c'est-à-dire il y a bien sûr la métropole, les façades maritimes de la métropole, mais il y a bien sûr l'outre-mer, donc des outre-mer immenses, évidemment où il faut affirmer la souveraineté, les pouvoirs régaliens, et puis bien sûr, y compris en métropole, nous avons plusieurs façades maritimes, donc la Manche-Mer du Nord, l'amiral Méliès ici, donc le préfet maritime de Cherbourg, et précisément il nous entretiendra des sujets de Manche-Mer du Nord, la façade atlantique et bien sûr la Méditerranée qui est le sujet aujourd'hui. Et je crois qu'il faut rappeler, ça a été dit aujourd'hui, mais la France historiquement est profondément méditerranéenne, et je pense en particulier aux relations historiques, quasiment familiales que nous entretenons avec nos voisins du sud de la Méditerranée. Donc je crois que c'est très important cette politique méditerranéenne. Alors face à cette diversité donc, que je viens de rappeler, à la spécificité de chacune de ces façades maritimes, de chacun de ces bassins, aux différents enjeux stratégiques qui ont été rappelés, notamment par M. Miraillet, donc qui les a rappelés en fin de matinée. La France a mis en place un dispositif, évidemment, qui est largement semblable, identique dans ses principes, mais qui est adapté donc, aux enjeux, aux spécificités de chacune des autres. Et bien sûr, ce dispositif doit évoluer en fonction, bien sûr, de nos réflexions générales sur les principaux enjeux maritimes du début de ce XXIe siècle. Ils ont été rappelés. On les résume souvent par le vocable de la maritimisation, intensification des échanges, la mondialisation avec les flux, évidemment, Asie-Europe, Asie-Amérique, la facilitation de tous les échanges, ce qui veut dire également la facilitation des activités illicites, trafic de drogue, immigration clandestine, enfin tout ce qui est bien connu. Et également, ça a été dit, l'influence de la Terre, puisque l'essentiel de la population mondiale vit à proximité du littoral, et c'est une tendance qui s'accroît. C'est vrai en Europe, mais c'est vrai partout, notamment dans les pays en développement. Donc tout ça, il faut répondre à ces enjeux. Alors pour répondre à ces défis, pour répondre à ces enjeux de sécurité, de sûreté, de préservation de l'environnement, de développement économique, puisqu'on voit bien que ceci prend de plus en plus de place en matière maritime. La France a élaboré en 2009, donc c'est assez récent, une vision de sa politique maritime nationale qui a pris la forme donc du livre bleu. Le livre bleu intitulé « Stratégie nationale pour la mer et les océans ». Et donc le livre bleu français, et donc ce livre bleu, notre stratégie définit donc nos priorités, nos orientations en matière évidemment de protection de l'environnement, de sécurité, de sûreté un petit peu et surtout de développement. Alors, s'agissant de ce que l'on appelle en France l'action de l'État en mer, c'est-à-dire le fait de faire appliquer la loi, la réglementation, les lois en mer, en matière d'AEM, donc, ce livre bleu souligne la nécessité de coordonner l'action des différentes administrations qui agissent en mer. Donc, comme vous l'avez dit, il y a des réflexions sur la fonction garde-côte. Il y a certains États qui possèdent un corps de garde-côte, il y a certains États qui ne possèdent pas un tel corps. Le choix qui a été fait, le parti qui a été pris en France, c'est de s'appuyer sur les différentes administrations qui concourent à l'action de l'État en mer. Au premier chef, la Marine nationale, les affaires maritimes, la douane, qui est représentée ici également aujourd'hui, la police nationale, la sécurité civile. Donc ces différents services concourent à ces missions, à la dizaine de missions que vous avez rappelées, que l'on nomme communément la fonction garde-côte.
Alors, cette fonction garde-côte, nous avons souhaité d'une part la renforcer et d'autre part lui donner du contenu, de la teneur, de la visibilité. Donc je rappelle qu'au niveau central, cette fonction, elle est bien sûr, comme tous les services administratifs, sous l'autorité du Premier ministre, et sous l'autorité du Premier ministre par le biais, donc, s'agissant de la fonction garde-côte du secrétaire général de la mer, et au niveau régional, au niveau local, au niveau de façade, elle est bien sûr sous la responsabilité des préfets maritimes. Donc vous aurez aujourd'hui cette double vision. De plus, pour renforcer cette unité, pour renforcer la cohérence, a été créé un comité directeur de la fonction garde-côte, que j'ai l'honneur de présider, qui rassemble donc l'ensemble des chefs de service des différentes administrations compétentes, qui se réunit 3 ou 4 fois par an, et donc qui définit la politique à mettre en œuvre et les moyens y consacrés. Par ailleurs, nous avons créé un centre opérationnel de la fonction garde-côte, qui est une cellule donc, de veille, d'analyse, de synthèse, qui là aussi sert à apporter les différentes informations nécessaires. Et enfin, puisque la question des moyens est toujours importante, nous sommes en train de préparer un format global. Un format global, c'est un schéma directeur des moyens, parce que là aussi, la recherche de l'efficacité, la recherche de l'efficience, essayer d'éviter les doublons, font partie donc, des objectifs de cette politique. Alors, pour traiter de manière globale, de manière intégrée, donc, les différentes activités maritimes, donc sous les différents aspects que j'ai cités, je crois qu'il faut évidemment rappeler les principaux points. Donc, en amont, il y a une réglementation internationale, on pense aux conventions de l'ONU, il y a bien sûr une réglementation communautaire, directives et règlements, il y a la réglementation nationale, donc, qui s'applique évidemment à telle ou telle activité. Et en aval, bien sûr, il y a la vérification, c'est-à-dire le law enforcement, il y a la vérification de la bonne application de ces différents textes. Alors cette vérification, elle peut s'effectuer bien sûr au port ou en mer. En fait, l'un ne va pas sans l'autre, même si la tendance naturelle est de considérer que la surveillance maritime s'applique d'abord en mer. Mais vous l'avez dit, vous avez cité le code ISPS, vous avez cité les contrôles de l'état du port. On voit bien que globalement, les contrôles maritimes, ils se font en mer, ils se font aussi au port. Tout ceci est lié. Donc, cette démarche française d'une approche globale donc, repose sur la cohérence et l'intégration, je dirais, avec l'approche, bien sûr, de l'Union européenne qui a été rappelée par Madame Paria en matière de surveillance maritime. Et donc, cette surveillance maritime, elle doit être là aussi la plus approfondie, la plus développée possible. Alors là aussi, je me permets de citer à nouveau le livre bleu, donc je cite: cette surveillance concourt à l'application de la réglementation et au contrôle, à la régulation et au recueil des informations nécessaires à la sauvegarde des personnes et des biens et à la lutte contre les activités illicites. Donc ça aussi, c'est assez englobant. Alors là aussi, la surveillance, il faut savoir ce que ça signifie, ce que ça recouvre. La simple connaissance des flux de trafic, c'est déjà bien, ça n'existait pas autrefois. Ce matin, vous avez vu par exemple une carte de la Méditerranée, que nous a montré le commissaire général Parlant. On voit évidemment, grâce aux moyens actuels, on voit l'ensemble du trafic, la position des navires. Donc c'est déjà un gros progrès. Mais cela ne suffit pas. Nous attendons beaucoup plus aujourd'hui d'un système de surveillance moderne. Prenons un exemple, 2 ou 3. Le contrôle des pêches. Il faut connaître le positionnement des navires, il faut connaître l'effort de pêche, il faut connaître les quantités pêchées, il faut connaître la nature des espèces qui ont été pêchées pour savoir si les activités sont licites ou illicites. Pour ce qui concerne la flotte de commerce, il faut connaître le manifeste, la cargaison, pour savoir quels sont les produits qui sont transportés. Et l'actualité récente, je pense que l'amiral Yeli reviendra, prouve la nécessité de connaître évidemment le contenu, notamment avec les containers. Un container, ça peut contenir des pyjamas, des voitures, du bois, des matières dangereuses, et des jouets, enfin voilà, j'en passe. Et donc tout ceci, un navire qui est en voie de démolition, il faut savoir si effectivement il va être démoli, s'il va un site de déconstruction, s'il va être revendu, voilà. Donc tout ça fait partie de la connaissance maritime que doit nous apporter notamment la surveillance maritime.
Ce qui veut dire que l'ensemble des données à réunir pour une surveillance maritime efficace au service de toutes nos activités maritimes exige donc la réunion d'un vaste ensemble d'informations issues aussi bien de bases de données que de capteurs fixes, mobiles, terrestres, marins, aériens, spatiaux, civils ou militaires. C'est ce qui a été résumé tout à l'heure. On voit bien, on a une multiplicité d'informations, on a une multiplicité d'acteurs, une multiplicité d'utilisateurs, et on a une multiplicité de moyens techniques. Mais là aussi, je crois que le but à atteindre, ce n'est pas que tout le monde sache tout, mais c'est que ceux qui ont besoin de savoir et ceux qui sont prêts à exercer la responsabilité de partager l'information puissent en disposer. C'est là précisément la difficulté, puisqu'il y a un tri à faire. Alors bien sûr, s'agissant bien sûr de la France, mais ce n'est pas un cas isolé, aucune administration ne possède seule et en propre toutes ces informations, ni les moyens d'y accéder. C'est pourquoi nous savons ici, et vous le savez bien sûr, une surveillance maritime performante exige une coopération entre administrations, entre États. Pour la France, ça a été rappelé, donc je ne vais pas m'y étendre, il y a différents systèmes d'information. On a notamment cité Spationave, il y a Trafic 2000, enfin il y a un certain nombre de systèmes qui sont utilisés par la Marine nationale, par les CROSS, donc les affaires maritimes, donc des systèmes qui nous équipent et qui fonctionnent. Mais là aussi, la mer étant un espace ouvert, un espace de développement ouvert, il faut bien sûr participer activement au développement européen d'échanges d'informations maritimes qui vont nous apporter de la valeur ajoutée. Je crois que ça a été dit et nous l'espérons tous. Alors on peut citer, donc, à l'initiative de la DG Marais, 2 projets pilotes régionaux, Mars-Uno, Mars-Uno pour la mer Baltique, et bien sûr Blue Mass-Med, que nous a présenté l'amiral Van Nuffel pour la Méditerranée. Sous l'impulsion de l'Agence européenne de défense, le projet Marsur, d'interconnexion des systèmes de surveillance des marines européennes, de certaines marines européennes, et bien sûr Eurosur, qui est donc un système de surveillance de frontières piloté par l'agence Frontex. Et puis surtout, la France souhaite apporter son concours, donc important, nous l'espérons décisif, sa contribution au projet d'environnement commun de partage d'informations pour le domaine maritime de l'Union européenne, donc le fameux CIS. Voilà. Donc pas plus tard qu'hier, je présidais à Paris donc une réunion avec un certain nombre de pays intéressés pour travailler à la mise en place, on va dire, d'un consortium, d'un partenariat, d'une part pour répondre au COPCOL, donc la demande de coopération, et d'autre part pour répondre donc au POV6. Donc là, nous sommes au cœur de l'actualité, au cœur de nos travaux, comme l'a rappelé Madame Paria. Alors, hors bien sûr de la zone européenne, nous travaillons à mettre en place des coopérations, d'échanges avec les pays riverains de nos zones ultramarines, y compris des échanges, des coopérations en matière de contrôle des pêches. Je pense au sud de l'océan Indien notamment, je pense à la zone des Caraïbes, des Antilles. Donc cette réunion d'information d'origine variée, comme on l'a dit, doit bien sûr se décliner en plusieurs niveaux, correspondre aux besoins, correspondre aux nécessités, en fonction donc des proximités, en fonction des enjeux et bien sûr des possibilités de réponse commune. Alors au niveau national, et j'insiste là-dessus à nouveau, la coopération, les synergies doivent être renforcées et développées entre les différents services. Donc là aussi, les différents services de la fonction garde-côte, je l'ai dit, sont sous la même autorité. De plus en plus, il y aura un rapprochement de l'utilisation des moyens, grâce donc au format global, et donc il faudra de plus en plus enrichir ces échanges donc de moyens, de formation, de personnel, de retour d'expérience. Voilà. Et alors bien sûr, plus on s'élève au-dessus de ce niveau, je pense au niveau bilatéral, au niveau supranational, au niveau de l'Union européenne, il faut imaginer évidemment des formes de coopération. Alors ces formes de coopération, bien sûr, elles ne seront certainement pas uniques. Elles seront, évidemment, il y aura des formes de coopération de voisinage. Je pense en Méditerranée entre la France et l'Espagne, la France et l'Italie. Et puis bien sûr, il y a des coopérations un peu plus lointaines, mais qui n'en ont pas moins d'importance.
Alors cette coopération en matière de sécurité et de sûreté dans le cadre de la fonction garde-côte, elle est déjà bien sûr développée, elle existe. Il y a ce qu'on appelle les forums, donc ces forums de garde-côte qui permettent la discussion, l'échange d'informations, l'échange de meilleures pratiques. Alors, le plus ancien forum, évidemment, il est un peu plus éloigné, c'est le forum du Pacifique Nord. Ensuite, bien sûr, il y a le forum de l'Atlantique Nord, il y a le forum pour la Méditerranée, il y a bien sûr le forum, le EU Coast Guard Forum, auquel j'ai participé, donc qui s'est réuni il y a une vingtaine de jours à Dublin. Alors, la France, c'est tout à fait d'actualité là aussi, vous voyez, on dirait que c'est fait exprès. La France organise donc dans 15 jours, à Marseille, le deuxième forum. Le premier avait été organisé par nos amis italiens. La France organise donc dans 10 jours à Marseille le deuxième forum des gardes-côtes des pays côtiers de la Méditerranée. Donc, nous avons invité l'ensemble des pays, ainsi qu'un certain nombre de pays observateurs, précisément pour donc échanger sur ces différents sujets. Alors, le sujet du jour ne sera pas un sujet sera un sujet de sécurité et pas de sûreté, mais bon, bien sûr, ces deux sujets sont intimement liés, puisque le grand thème sera les sujets de sécurité posés par les très grands navires. Ceci étant, les très grands navires peuvent également poser des problèmes de sûreté. Je ne vais pas développer ce point, mais vous le savez. Alors, cela viendra compléter, bien sûr, les travaux d'aujourd'hui sur la sûreté maritime. Alors maintenant, 2 mots en conclusion. L'avenir. Alors l'avenir, donc vous l'avez rappelé, il y a des travaux, il y a des réflexions sur la mise en place éventuelle d'une garde-côte européenne. Donc là aussi, je crois que ça a été rappelé plusieurs fois aujourd'hui. On connaît les enjeux, on connaît les difficultés, on progresse vers davantage de connaissances, davantage de mise en commun des moyens. Et on voit bien que chacun des pays, y compris à l'intérieur des pays, on voit bien qu'il n'y a pas une organisation unique, il n'y a pas une organisation homogène. Donc, personnellement, au nom de la France, je pense qu'il faut bien sûr réfléchir. Il faut toujours réfléchir aux évolutions, il faut toujours réfléchir au type d'organisation possible. Mais je pense quand même qu'il faut d'abord continuer à échanger les meilleures pratiques, à mettre en commun les moyens de connaissance, de lutte contre la pollution, de search and rescue, et ensuite éventuellement avancer vers une intégration plus grande. Moi je crois qu'en conclusion, les messages que je voudrais faire passer, c'est la France est prête bien sûr à apporter tout son concours à ce qui a été dit aujourd'hui sur les projets communs de surveillance et de connaissance maritime, puisque la surveillance en soi, ça doit bien sûr aboutir à la connaissance. Ensuite, nous sommes prêts bien sûr à participer aux réflexions donc, sur l'amélioration de l'exercice et des fonctions, ce que nous appelons l'action d'État en mer, les fonctions garde-côte. Et puis bien sûr, nous avons confiance dans toutes ces initiatives donc, au service de la sécurité et de la sûreté maritime. Et je ne voudrais pas terminer, bien sûr, sans remercier les organisateurs de ce séminaire, et notamment Chypre et la présidence chypriote, pour nous avoir donné aujourd'hui l'occasion de nous rencontrer. Voilà, merci. Merci, monsieur le secrétaire général. Je pense que Mme Parga est rassurée et que la France a un élève qui participe et